Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver sur donc la tribune, la dernière manche de votre émission, le grand programme, je voulais dire. Dimanche, c'est politique. Vous avez droit au décryptage de la semaine avec notre consultant politique Agapite Napoléon Maforokan qui est déjà à nos côtés. Bonsoir à vous. Bonsoir Romuald, bonsoir à tous nos téléspectateurs. J'espère que vous passez un excellent dimanche. Enfin, un dimanche politique le aussi. dimanche est terminé. Pas politique, puisque déjà hier soir et samedi, on a écouté le ministre. Tout à fait. Le ministre Alain Orunla, sur un peu les grandes dossiers de l'actualité. Je pense que ce dimanche politique a commencé très tôt, parce que déjà, comme je vous l'ai dit, le samedi soir, et donc tous les plateaux du dimanche matin, voilà, avec... l'entretien, le duel. Oui, Madame Christine, oui, l'entretien, le duel avec avec un beau visage. Et puis voilà, l'hebdo de l'éditorial l'histoire. Donc voilà, un dimanche politique. Exactement. Et puisque vous nous permettiez donc d'introduire, le ministre de la Communication et de la Poste donc était face à la presse, on pourrait le dire ainsi, à travers un plateau spécial sur l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, relayé bien évidemment par ETélé aussi. Voilà. Orunla et le ministre Alain Orunla, quelle est la pertinence de cette sortie, par exemple, de ce plateau? L'œil du consultant, c'est beaucoup plus la voix officielle sur un certain nombre de grands sujets. Sinon, le ministre va faire en fait un tour d'horizon, mais puisque l'actualité politique s'est accélérée cette dernière, regardez la semaine, le week-end, entre deux conseils des ministres, où il y a cette décision donc de passer de 24 à 30 heures, pour les enseignants aspirants. L'interview du chef de l'État à Jeune Afrique, repris par certains journaux, commenté, recommenté. La Sénat qui reçoit les représentants des partis politiques pour parler donc du parrainage et du mode opératoire. Vous voyez, ça s'est accéléré et donc il y a une sorte de contusion. On peut parler donc comment dire, beaucoup de mouvements. Beaucoup de mouvements. Enfin, donc, je voulais utiliser une expression qui m'échappe. Donc, il y a une sorte donc d'hypertrophie. C'est pas le mot que je voulais utiliser, mais c'est un peu ça. Hypertrophie informative. Quand c'est comme ça, on peut aller dans tous les sens. Il fallait un peu recadrer. Et je pense que cette sortie du ministre a permis donc de recadrer par rapport à l'hôpital, de référence, la question des évacuations sanitaires. Tout à fait. Donc, un certain nombre de sujets d'actualité qui sont revenus par... Et quand le ministre Alain Orunla en parle, c'est la voix du gouvernement, c'est la voix officielle, c'est la version qu'il faut garder et qui peut donner lieu maintenant à des commentaires et autres. Et justement, bon, on attendait avec cette question sur la candidature au nom du président de la République, on s'attendait à quand même avoir cette substance-là, mais on ne l'a pas encore eu. De toute façon, le ministre nous a dit que l'heure n'est plus à l'hésitation. Parce que la décision, le chef de l'État, comme il a rappelé aussi dans Jeune Afrique, sa décision est déjà prise. On attend quand même d'entendre. Je pense que dans cette interview, ce n'est pas sur la candidature présidentielle qu'il faut attendre le ministre. Et donc, il n'a rien dit de nouveau par rapport à cette candidature-là. Peut-être que le chef d'État est allé vraiment loin dans sa réponse. Il a dit avoir déjà pris sa décision. Et donc, s'il n'habilite pas le ministre Orunla à le dire, le ministre ne le dira pas. Et il ne l'a pas dit. Parce qu'il ne lui appartient pas de le faire. Donc, en la matière, on n'est pas dans l'action gouvernementale. On est dans une décision personnelle du Patrice Talon, président en exercice, mais la candidature n'est pas la candidature d'un président en exercice, c'est la candidature d'un homme qui exerce déjà la fonction, mais qui librement décide d'aller ou de ne pas aller. Et cette décision lui est personnelle, même si autour de lui, à côté de lui, en face de lui, beaucoup de personnes, beaucoup de mouvements, beaucoup d'associations lui font appel pour demander de poursuivre. Ce n'est qu'une décision personnelle. Il y en a qui interrogent leur famille, leur épouse, leurs enfants, leurs proches pour demander ce que j'ai envie d'y aller, si c'est pertinent. Non, j'ai pas trop envie, j'ai pas très envie. Mais est-ce que, et il écoute, il consulte avant, c'est personnel. Ouais. Vous comprenez? Donc,
La sortie du ministre Orunla n'avait pas vocation à répondre à cette question et il a su bien gérer. L'heure n'est pas à législation, le chef de l'État a dit, puisqu'il a déjà pris sa décision. Après, il faut attendre le chef de l'État. Très bien. La question sur le parrainage, effectivement, vous l'avez notifié plusieurs fois sur nos plateaux par ici, Agapit Napoléon Mafori, quand le ministre Alain Orunla l'a encore notifié. C'est-à-dire que les élus sont libres de parrainer qui ils veulent, même s'ils se retrouvent dans des partis politiques comme l'UP, comme l'EBR, ils peuvent parrainer des candidatures ou des candidats qui ne sont pas de ces partis politiques. Le ministre l'a dit. Autrement, on aurait pu demander que les candidats à l'élection présidentielle soient présentés par les partis politiques. Tout coup. Si l'élu devrait se confondre avec le militant, il aurait suffi simplement de dire que les candidats proviennent de partis politiques. Et un parti ne peut pas présenter deux candidats. Et donc, le problème aurait été réglé. Vous comprenez que le législateur, déjà, dans l'esprit, n'a pas voulu donner la main aux partis politiques. Malgré la réforme du système partisan. Moi, j'entends les gens dire, mais ah non, si l'élu est libre, c'est que la réforme du système partisan est morte. Fragilisé. Je pense que le ministre a donné sa réponse. C'est clair. Il faut que les gens comprennent. J'essaye de conduire beaucoup de personnes, je le fais humblement, sur la démarche mathématique de démonstration. En disant qu'il faut aller par étapes pour aboutir à un résultat certain. Et donc, la logique de tout ça permet à tout le monde d'être d'accord, tout au moins sur le mode opératoire. S'il était que la réforme du système partisan a permis de faire quoi? La réforme du système partisan a permis aujourd'hui d'empêcher un PRD localisé dans l'OME d'avoir des élus dans l'OME. Même si c'est des élections locales. En fait, c'est une illustration que vous donnez. Et cela c'est pour vous dire que voilà, la réforme a permis aujourd'hui de sanctionner des partis qui n'ont pas vocation nationale, qui ne sont pas en mesure de faire 10% au niveau national à une élection même communale. C'est ça déjà, c'est un grand pas qui a été fait. Mais quand vous avez pris par cette tamis, vos élus ont vocation des élus nationaux. C'est ça la finalité de la réforme. C'est pour ça que le parti doit d'abord... Un ancrage, doit avoir un ancrage. Doit avoir qui? Cet ancrage national à travers les 10%, le 10e de l'électorat au niveau national. Et donc son élu, il faut d'abord avoir ça avant que votre élu soit validé. Parce que l'élu, même le maire, c'est lui. Conseiller municipal à Porte-Novo, conseiller municipal à Vrancou, conseiller municipal à Lalo, ou à Kobli ou Bonou. C'est un élu. D'accord, de votre parti. Mais ce parti qui est ancré au niveau national, tout au moins au 10e de l'électorat, a vocation à exercer le pouvoir d'État. Et donc, ces élus-là, qui sont passés à un deuxième cap, élu communal, maire, on leur fait confiance. Mais avant d'être arrivé là, c'est le parti qui a dicté la loi. Mais après, il faut faire confiance à l'élu. Il faut faire confiance à l'élu. Et donc, l'élu provient d'un parti. C'est à lui d'analyser désormais l'idéologie, les directives, la philosophie, l'éthique du parti par rapport à sa décision qu'il veut prendre par rapport à un candidat qui a une vocation nationale. L'élu, aujourd'hui, n'est plus le partisan. Il n'est pas au service à la solde de son parti. Il est élu pour porter un mandat national, même communal. Ça a vocation nationale, puisque son parti doit avoir 10% au niveau national. Donc, cet élu-là n'est pas le pignon ou l'instrument du parti. Mais c'est le militant. Il ne faut pas oublier toujours. C'est un militant. Il y a toujours cette corrélation. La corrélation est là, mais il est libre. Au regard d'où il vient, quand vous êtes de votre père, de votre mère, il y a des choses que vous n'accepterez pas, compte tenu d'une certaine fierté de la famille. C'est un peu ça. On dit, ah non, moi je sais d'où je viens. Au regard de mon origine, ça je ne peux pas faire. Celui qui dit, je ne crois pas à la justice de mon pays, je ne peux pas lui donner ma caution. Celui qui injurie le chef de l'État, publiquement, sans raison d'ailleurs, parce qu'il n'est pas d'accord avec une décision, je ne suis pas prêt à lui donner ma caution. C'est déjà ça, votre éthique. Là, ce n'est pas le parti qui parle. Mais dans votre manière d'agir,
on sent le parti, on voit le parti, on voit l'image du parti. Dis-moi qui tu es, je te dirai qui tu es. C'est ça. Donc, il faut comprendre que ce débat n'a pas lieu d'être. Le mandat, le parrainage n'est pas le jeu des partis politiques, c'est le jeu des élus. En la matière, il faudrait qu'on comprenne. Autrement, on aurait demandé simplement que les candidats proviennent des partis politiques et on en parlerait plus. C'est vrai que de plus en plus, on est en train de parler ou d'exposer, bien évidemment, la liberté donnée à chaque élu de parrainer qu'il veut. Mais dans la pratique politique, est-ce que c'est réel? Ça va être constaté, Agapit Napoléon Maforika. Je vous pose encore autrement la question. En fait, vous demandez si les partis laisseront les élus prendre leurs décisions. Dans la pratique politique, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Mais l'élu provient d'un parti. Je continue de le dire. Ils n'ont pas le choix. Le parti ne peut, aucun parti ne peut donner. Et même si on va à la Cour constitutionnelle, la Cour ne peut pas dire l'élu égale le militant. L'élu est un militant, mais il a au-delà du militant, il a un mandat national. Il a un mandat de l'électeur. L'électeur lui a donné caution pour agir en son nom. Et dans la démocratie représentative, cela vaut au-delà. Ce n'est pas ça le parti politique. Nous sommes maintenant dans la représentation du peuple souverain. L'élu est le délégataire du peuple souverain. Il ne peut pas être réduit à un instrument politique, à un militant politique. Il est militant politique, mais il en a plus. C'est ce plus qu'on lui demande de démontrer. Mais comme je vous le dis, il revient, il provient de partis. Alors, comment leur rôle peut être distribué? C'est ça. Vous savez, le problème que nous avons dans notre vécu, dans notre vivre politique, c'est que nous n'arrivons pas à solutionner les situations. On aime les situations faciles. Je continue de dire que le fait pour l'UP et le BR de se retrouver subrepticement à l'Assemblée nationale pour voter une loi interprétative n'était pas la meilleure solution qu'il fallait. Je le dis, ils l'ont fait, ils avaient la prérogative de le faire, ils avaient le droit, ils l'ont fait. Mais c'est parce qu'on a le droit de faire tout. Ils auraient dû laisser le juge du contentieux gérer. Ils auraient dû gérer leurs problèmes à l'interne. C'est l'incapacité de faire face à cette difficulté à l'interne qui nous amène à penser que tout doit être régenté. L'UP et le BR, le FCBE, peuvent discipliner leurs militants. Mais ils ne peuvent pas les réduire à ne valider que le candidat du parti. Ça veut dire que le parti a pris possession de nos élus et donc on a dévoyé le mandat de l'élu. Le mandat de l'élu n'est pas le mandat du parti. Le parti gagne déjà en positionnant ces gens. C'est comme vous regardez le chef de l'État. Le fauteuil n'est que pour une seule personne. Le chef d'État, il provient d'une famille. C'est la famille Talon. Il provient d'une région. Il profite d'une profession. Il profite peut-être d'une confession religieuse. Tout ça prend prééminence quand il a gagné. Mais ce n'est pas ça qu'on a élu. Mais n'empêche, il est quand même de ces minéraux. Il y en a qui ont eu la facilité de l'approcher, du fait qu'il soit de la même famille, du fait qu'il soit de la même région, du fait qu'il soit de la même religion. Mais ce n'est pas ça l'élément central. L'élément central, c'est que le peuple lui a donné mandat pour diriger le Bénin. Donc, il est d'abord l'élu du Bénin. Donc, même moi qui n'ai pas voté pour lui, je le reconnais comme mon président, je pose mon problème, je n'ai peut-être pas accès facilement à lui, mais j'ai le droit de dire ce que j'attends de lui. Et puis après, donc, c'est la même chose que de l'élu. L'élu, le parti a déjà la chance de placer l'élu. Le parti a déjà la chance de leur balancer une note circulaire pour donner les directives internes du parti. Le parti a déjà la chance de leur parler. Le parti a déjà la chance de les réunir pour leur donner des mots d'ordre. Après, le parti doit avoir l'élégance de laisser les élus faire le travail. Parce que c'est de ça qu'il y a question. Il ne s'agit pas des militants, il s'agit des élus. C'est un problème de droit. En la matière, il n'y a même pas de débat sur ça. Un élu, c'est un élu, ce n'est pas un militant politique. Quoique, notre système permet, enfin, ne permet qu'aux militants politiques d'atteindre ces niveaux. Mais à partir du moment où ils ont atteint le niveau, c'est plutôt l'élu qui prend le dessus.
Très bien. Avant, on avait voilà, quelques informations par rapport au parrainage. Après, donc, cette rencontre tenue par la Commission électorale nationale autonome et les représentants des partis politiques, on en sait un peu plus sur le mode opératoire. C'est vrai qu'à la suite, la Sénat également a rencontré les acteurs de la société civile et puis, lors de cette rencontre avec les partis politiques d'ailleurs, certains ne comprennent pas, par exemple, l'anonymat qui est donné à ce principe-là de parrainage. La société civile également ne comprend pas cela. La société civile, ou du moins quelques acteurs, trouvent que c'est un élément chrysogène aussi. Mais ils sont citoyens comme vous dites, moi, ils opinent. Ils donnent leur avis, c'est leur avis. Donc c'est à la Sénat qui les a associés qu'il faut poser peut-être les bonnes questions. La Sénat peut faire appel à des opérateurs, à des techniciens, à des personnes ressources. Alors, quand on fait appel à vous comme consultant, comme personne ressource, votre point de vue ne compte pas. Vous faites votre rapport à ceux qui vous ont commandé le travail et ils lui donnent l'orientation. Vous analysez pour voir si c'est en conformité avec votre cahier de charge. Si vous pouvez y aller, vous y allez. Si vous ne pouvez pas, vous dites non, je ne peux pas aller, vous fermez. Mais on ne peut pas. Moi, je suis expert électoral. La Sénat peut faire appel à des experts électoraux parce qu'il n'y en a pas trop à la Sénat. Et dans le profil des membres de la Sénat, les députés n'ont pas cru devoir inclure les experts, ceux qui ont reçu la formation en management des élections, à l'Université d'Abomey Calavi, à la chaire UNESCO. L'Assemblée nationale n'a pas cru devoir les insérer. Donc, ils peuvent opérer comme des partenaires à la Sénat. La Sénat peut avoir comme des personnes de ressources. Là, on est d'accord, on est dans la matière technique. Mais on dit non, parrainage, non, on ne peut pas, on doit pas. Ça, c'est des avis de citoyens. De confusion nous-mêmes. Venons-en maintenant aux inquiétudes que le mode opératoire exposé par la Sénat en ce qui concerne le principe de parrainage. L'anonymat, ça pose énormément de problèmes à certains qui trouvent que c'est un marché de surenchère, ça pourrait ça pourrait provoquer d'autres insuffisances, un certain nombre de choses. L'anonymat, ça dérange quand même. Même si on avait dit que, vous savez, quelle que soit l'option prise, il y aurait eu problème. Si on avait dit que ce serait public, on aurait dit, ah oui, mais le droit de celui qui va... Est-ce qu'on ne l'expose pas? On aurait entendu ça depuis longtemps. C'est-à-dire que dans le sens dans lequel vous lirez, il y aura toujours des gens pour vous critiquer. Il n'y a rien à dire. Donc, c'est de bonne guerre. C'est un peu ça. L'individu a horreur enfin, toujours à redire, nous sommes insatiables. L'être humain n'est pas satiable. Donc, si on avait dit que le gars, le parrainage serait libre, ouvert, et qu'on publierait la liste, ça aurait donné lieu à beaucoup de... Mais ce serait quand même mieux. Même en Europe, où cette affaire a démarré, c'est anonyme. C'est anonyme. Après, la liste est publiée par le Conseil constitutionnel, mais c'est anonyme au départ. Parce que il faut laisser la latitude pareille. Pourquoi les vôtres? Pourquoi l'Assemblée nationale, la délégation, par exemple, du président de l'Assemblée nationale est au scrutin secret? Pourquoi ce n'est pas à main levée? C'est pour libérer l'électeur. C'est pour libérer le citoyen. C'est pour le soustraire au pesanteur. Donc, l'anonymat dont il est question, on n'a pas dit, le nom sera là. Le juge du contentieux, le juge constitutionnel, qui est le juge de tout le contentieux et de la régularité, de la sincérité du scrutin, va regarder. Déjà dans les actes préparatoires, dans les actes préélectoraux. Donc, pour valider une candidature, on doit valider d'abord les parrainages. Et donc, ces parrainages sont connus. Nous devons avoir confiance. Mais ce ne serait pas connu du grand public. C'est ça qui pose problème. Il faut assumer quand même son parrainage, Agapit Napoléon Maforgan. D'aucuns estiment que, par exemple, ce serait quand même, ça comporterait une certaine insuffisance quand on sait que vous avez donné votre caution à quelqu'un, mais vous n'êtes pas à ses côtés pour pouvoir, pour aller jusqu'au bout du processus. Devant, donc, conduire cette personne jusqu'à... Oui, c'est ça que je vous dis que les gens font de très mauvaises lectures. Je suis membre d'un parti de l'UP. Pourquoi vous voulez que je sois à côté d'un candidat que je valide? Je n'ai pas validé le candidat en tant que UP. Je l'ai validé en tant qu'élu.
Mais si je suis membre de l'UP, je suis derrière le candidat que l'UP a validé. Pourquoi vous voulez que je sois avec le candidat? Est-ce que ce ne sera pas un paradoxe quand même? Non, mais c'est ça que je vous explique. Il faut comprendre ça une fois pour de bon. L'élu est différent du partisan, du militant. C'est-à-dire qu'il faut faire la part des choses. Il n'y a aucun paradoxe à ce que, en tant qu'élu de la nation, en tant qu'élu, je valide parce que j'estime que la personne a un dossier convenable. Moi, pour aller à l'élection, c'est un parrainage. Mais après, je suis membre d'un parti. Le parti a un candidat, je suis derrière le candidat du parti. Le paradoxe serait que je sois membre d'un parti et que j'ai fait campagne pour un autre candidat. Ça, c'est la vie militante, ça. Mais à l'autre, le parrainage, c'est la vie de l'élu. C'est deux niveaux différents. Pourquoi on ne dit pas que les partis politiques doivent vivre des 10% payés par les élus? Pourquoi il y a le financement politique de l'État aux partis politiques? Si l'élu doit être déjà le produit du parti, si on doit les confondre, ça veut dire que ce n'est pas pour financer les partis. Et tu veux pas que l'élu donne 10%, 15%, 20% de sa revenu. Pourquoi il y a le financement politique? C'est deux niveaux différents. Donc, l'électeur, l'élu, parraine, après le militant fait campagne à côté de son candidat. C'est deux choses différentes. Donc, la latitude, le caractère anonyme du parrainage permet simplement de libérer, de ne pas... En tout cas, il y a des esprits faibles, il y a des esprits forts. Il y a ceux qui sont... Ceux qui ne supportent pas. Il y a ceux qui ont peur. Le gars aura peur de valider tel. Oh, dans la... Moi, je trouve quand même que nous avons les polémiques inutiles. Parce que l'option de la CEDA, c'est quand même l'option la moins problématique. Quand j'entends des gens dire que c'est une option chrysogène, je trouve que c'est eux qui sont problématiques. Je pense que c'est eux qui sont des personnalités chrysogènes. Parce qu'on dirait qu'ils n'arrivent pas à être en harmonie avec la réalité, avec la norme. Donc eux, ils ont un problème chrysogène. Je pense qu'ils sont de tempérament chrysogène. Sinon, la Sénat, entre exposer les gens, avec ce que ça comporte de présenter. Donc ça peut empêcher le gars de parler. Je suis de telle région, je suis de tel parti, tel vient me voir, je pense qu'il peut l'être. J'aurais peur peut-être de donner. Alors que quand l'anonyme me dit, bon, c'est vrai que la Sénat et la Cour constitutionnelle qui vont, même si on publie après, ça ne me dérange pas. J'aurais déjà fait ma chose. La famille ne m'appellera pas, l'église ne m'appellera, enfin, ma confession religieuse ne m'appellera pas, je n'aurai pas la pression de ci, de ça. C'est ça. Je ne comprends pas que cette option simple, quand même, crée tant de polémiques. C'est-à-dire que nous aimons les polémiques. Nous aimons les polémiques. Et je n'ose pas imaginer que la Cour peut-être dise, ok, la Sénat a tort, désormais, le parrainage sera ouvert. Vous allez voir ce que c'est. Ils vont les mêmes, vous allez les voir. On dit, ah non, c'est trompé. Ah oui, en réalité. Vous allez les voir. Vous allez voir, c'est comme ça. Ils ont un problème avec les normes. Ils ont un problème avec la réalité. Ils sont toujours en déphasage. Parce que ce n'est que ça. Mais en tout cas, ceux qui ne comprennent pas ce mode opératoire exposé par la Sénat pourraient, par exemple, être un requérant devant la Cour constitutionnelle et la Cour constitutionnelle donnera son verdict. Qui peut être différent au niveau donc du fait que c'est un militant, un élu n'est pas un militant. Ça là au moins, il n'y a rien à dire là-dessus. Le parrainage n'est pas lié au parti politique. Donc même si la Cour constitutionnelle doit donner, la Cour ne peut pas aller dans un autre sens, à moins de nous sortir un 39+1, comme on en a eu vraiment, ça c'est la plus grosse aberration de l'histoire. Donc, bon, donc si on n'a pas ça, je pense que la Cour n'irait pas plus. Par contre, sur le caractère anonyme ou pas, ça, je pense que c'est à la discrétion. On peut être attentif à ce qu'il dira parce que la loi n'a pas été aussi précise. Il appartient au juge donc de trancher une éventuelle divergence. Et là, la loi n'a pas été précise, la Sénat a fait une option, le juge du contentieux tranchera. Très bien. On a suivi la sortie, en fait, on pourrait dire l'interview du chef de l'État dans Jeune Afrique, l'explication de la Sénat par rapport au principe de parrainage, et d'ailleurs le chef de l'État en a parlé dans son interview avec Jeune Afrique. Les réunions ou les séances s'enchaînent au niveau de la Sénat, l'affichage des listes électorales. À quand? On pourrait se demander à quand la convocation du corps électoral, Agapit Napoléon Mafoka, nous sommes dans... Les choses s'enchaînent quand même. Hein? On est assis. J'ai pas précision, j'ai pas en tête la prescription du code électoral. Je pense, je ne sais pas si c'est 120 jours. On est toujours dans le temps quand même. Non, oui, je pense que c'est 120 jours, ça aurait dû l'être, donc peut-être que c'est 90 jours.
Alors donc il va falloir qu'on regarde ça de près. Mais on n'est pas en retard. Je pense que le timing est respecté. Je pense que chacun, voilà, dans l'absolu, rien n'est pressé. Rien n'est pressé. La présidentielle, les enjeux quand même, hein, surtout pour une présidentielle qui verra expérimenter donc le principe de parrainage, ça a quand même beaucoup d'enjeux, cette présidentielle de 2021. Toutes les présidentielles ont d'enjeux. Ah, ça, on pourrait dire que c'est spécifique non, parce que voilà, nous avons amorcé une réforme qui nous a permis d'avoir 2 échéances électorales. La présidentielle, maintenant la 3e. Il n'y a aucune élection qui n'est pas d'enjeu. La présidentielle de 2001 avait d'enjeu. Celle de 2006 en avait. Celle de 2011 en avait. Par rapport à celle de 2011, par exemple, il y avait la LEPI qu'il fallait expérimenter. C'était la présidentielle de tous les dangers, la présidentielle de tous les enjeux. C'est les médias. Dans 20 ans, on va trouver la présidentielle de tous les enjeux, la présidentielle de tous les dangers. C'est comme ça. Partout, c'est tous les enjeux. Parce que les gens pensent que tout commence par là. Que c'est maintenant que tout a commencé. Même il y a qui vivent des choses depuis 90 ans, 80 ans, 70 ans, 75 ans, 60 ans. Mais ceux qui n'ont jamais vu ça vont dire, oh, c'est le truc. Donc, non, c'est pour vous dire que non, écoutez, toute élection présidentielle porte un enjeu. Et celle de 2021, son enjeu, c'est plutôt lié, disons, d'abord au ticket. C'est un ticket présidentiel. C'est un enjeu. Ça porte un enjeu, ça veut dire qu'il y aura 2 candidats ensemble, liés. On veut voir un peu comment tout ça va se passer. Ensuite, effectivement, il y a le parrainage. Donc, les défis à relever, c'est d'abord réussir tout ça pour l'enjeu d'un président qui termine la période de transition ouverte par Patrick Talon en 2016 et qui finira en 2026 avec le démarrage, donc, enfin, avec, à mon avis, la finalisation de la réforme à travers les élections générales qui auront lieu en 2026. Pour moi, donc, l'enjeu de la période de 2026, c'est de confirmer déjà les réformes en cours et de nous conduire donc vers la fin de la transition qui est prévue pour 2026. Entre-temps, il y aura les élections et les statuts de 2023, de nous conduire avec ce ticket présidentiel vers 2026, démarrage donc des élections de type groupé. Voilà. Est-ce que l'autre enjeu ne serait pas aussi la participation de l'opposition béninoise à cette présidentielle? C'est pas la première fois. C'est pas la première fois? Oui, bon, l'opposition trouve aujourd'hui que quand même ce serait un peu difficile pour certains d'avoir un candidat parce que le parrainage. La candidature pour l'élection présidentielle n'est pas une élection de masse. C'est-à-dire que la candidature n'est pas c'est pas plusieurs fauteuils à couvrir, c'est pas l'Assemblée du peuple. On ne parle pas de 500 sièges, 300 sièges, 200 sièges, même pas les 83 sièges. On parle d'un seul fauteuil présidentiel. Donc, on n'a pas besoin d'une foule. Notre code électoral permet au plus à 10 d'y aller. Donc, encore qu'aujourd'hui, on ne peut plus avoir 10. Oui, le code permet à 10 au plus d'y aller. Donc, ça veut dire qu'on aura entre 1 et 10. Donc, on est dans l'enjeu, c'est ça, c'est entre 1 et 10. Et donc, on resterait dans le 1 et 10. Donc là, il n'y a pas. Avoir passé une opposition peur, ça veut dire qu'elle a un problème. Puis la loi votée, promulguée, nous permet de viser entre 1 et 10. Alors, donc, si on reste entre 1 et 10, il n'y a pas de raison. Il n'y a aucun mal à ça. Nous devons apprendre à connaître nos lois, à les respecter. Et après, peut-être se battre pour les faire changer. En tout cas, eux, ils se battent, les démocrates, le parti, les démocrates, puisque, voilà, ils étaient dans la semaine, donc, chez le président de la Cour suprême, c'est en prélude à la présidentielle de 2021. Les démocrates à la Cour suprême, devraient-ils aller à la Cour suprême ou à la Cour constitutionnelle, Agapit Napoléon? Ils sont libres d'aller là où ils veulent. Ils sont libres d'aller là où ils veulent. La question est de savoir, ils sont allés faire quoi? Ils sont libres d'aller là où ils veulent. Si le président de la Cour suprême est prêt à les recevoir, il les reçoit. Le président de la Cour constitutionnelle, le médiateur de la République, je ne sais pas, enfin, si le maire de X8, donc, ils sont libres d'aller où ils veulent. La liberté d'aller devenir, la liberté de recevoir qui on veut, la liberté. Bon, voilà. Donc, a priori, il n'y a pas de raison de dire, il devrait aller à la. Ça dépend de. Qu'est-ce qui les a conduits vers. Quel est l'objectif visé? Donc, tant qu'on est dans l'objectif visé, on ne peut pas
On ne peut pas opiner sur votre question. La relation un peu avec, en fait, les démocrates, le parti Les Démocrates et Boni Yayi. Oui. Pour vous, Il il est membre, il en est membre, voilà, donc, il est membre. Voilà, vous avez quand même suivi cette réponse, on pourrait dire, hein, du ministre Alain Ronla qui estime que voilà, les réponses du chef de l'État béninois pour la question qui lui avait été posée en ce qui concerne donc les anciens présidents de la République avec les réponses de Boni Yayi 24 heures après, que ce n'était pas une menace, bien évidemment, c'était de demander aux anciens présidents de pouvoir se ressaisir tout simplement. Vous avez trouvé un peu... en fait, comment trouvez-vous la démarche du gouvernement? oui, mais j'avais déjà opiné maintenant sur le coup d'une des chroniques, parce que le gouvernement n'a pas une démarche, c'est le chef de l'État qui a fait une interview et qui estime que, et estime opportunément, parce que nous l'avions déjà souligné, la fonction présidentielle est une grande fonction. Et la personne qui a pris par là n'est plus un citoyen ordinaire, même s'il garde sa seule voix, même s'il va être assujetti aux mêmes lois, mais ce n'est plus n'importe qui, c'est quelqu'un. Donc, quand vous avez pris par là, et vous vous mettez à empêcher, à jouer au tout fait, et à jouer les trucs. Ah, vous trouvez que c'est le lettre fait? Oui, il y en a. Il y a des actes de tout fait, vous le savez bien. Le président Talon a évoqué certains, mais il y en a eu. Il y a des actes de tout fait auxquels certains sont, enfin, notamment le président Yahi. Et puis bon, voilà. Quand on regarde même la réaction systématique, automatique, c'est comme quelqu'un qui est prêt à en découdre. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Il fallait quand même répondre. On a été indécis. On ne répond pas à tout, première chose. Le sage ne répond jamais à tout. Donc, entre les deux, vous voyez qu'il y a manqué un peu de sagesse. C'est-à-dire que, en fond, on dit, je vais traduire en français, on dit, le sang a beau circuler dans votre veine, dans vos veines, c'est ça? Oui. Mais vos crachets blancs. Le cachet est blanc. Pourtant, nous sommes remplis du sang. Pourquoi le cachet est blanc? Alors que la salive est blanche. Voilà. Un chef ne dit pas tout. Et puis, c'est quand même été du chef de l'État. Ça veut dire qu'il dit, le parrainage, c'est l'heure de vérité avec les lecteurs. Les parrains, ils doivent se vendre cher. Et quand ils disent se vendre cher, c'est pas l'argent. C'est pas les surenchères, parce non, que... je dis, ce n'est pas l'argent. Se vendre cher, oui, c'est la surenchère aux idées. C'est la surenchère face à la République. Il faut surenchérir la République. C'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer le chef de l'État comme son chien de garde, comme son boy, comme sa gouvernante, comme son majordome. Le chef de l'État a reçu mandat. Qu'on ait voté ou pas pour lui, on lui doit d'abord respect. On peut critiquer les actes du chef de l'État. On ne peut pas injurer le chef d'État. On ne peut pas le menacer. Un individu ne peut pas donner un ultimatum au chef de l'État. Dans des propos, on dit, je vais en découdre. Il y a quelque chose qui ne va pas. L'éducation à la citoyenneté, l'éducation civique. Quel exemple on donne aux plus jeunes, lorsque vous-même qui avez été à ce niveau, prenons le cas de Boni Yayi particulièrement. On connaît, puis on était là, on a vu, on a entendu, on a encore des extraits de ses propos. Quand vous avez écouté ça et vous le voyez, vous dites, mais attends, soit la personne a un problème au point de déconstruire tout ce qu'il avait construit auparavant, et c'est ça qui crée personnellement, en tant qu'analyste, bien en tant que militant parfois, c'est ça qui crée la distance. Parce que lorsque vous avez cru en des idées émises par une autorité, un chef d'État, et après vous le voyez lui-même en train de déconstruire, de déchirer, d'effacer, de brûler toutes ces idées, vous vous dites, mais attends, à quoi? Est-ce qu'il y a plus royaliste que le roi? Donc, la question, c'est une question existentielle. Qu'est-ce qui reste du Yahi qu'on a connu quand il était au pouvoir? Quand c'est pour écouter qu'on a mis la démocratie en mal par cette interview-là. L'interview-là est très soft. L'interview du président Talon est très soft par rapport à d'autres que le président Yahi a eu à faire, et dont on a enregistré. Donc, ce dont il est question est là. Je pense que
j'ai eu à le dire, il faudrait qu'on trouve un mécanisme pour occuper nos anciens chefs d'État. Il faut trouver un mécanisme. Un peu comme, je pense que la gestion des conflits au niveau de l'État, des conflits entre opérateurs de l'État, des conflits entre acteurs étatiques, en tête politique. Vous le dites que c'est parce que ce mécanisme manque que... Je pense qu'il faut les occuper, comme un peu en France, on vous donne l'habitude d'aller au conseil constitutionnel. Je pense qu'il faut les occuper dans le cadre d'un conseil de sages, d'un conseil d'arbitrage, pour permettre un peu que, quand ils parlent, que le citoyen lambda se calme. Parce que eux, ils ont vu ce que lui n'a pas vu. Vous avez beau être agrégé de X ou de C avec 1000 ans d'expérience. Si vous n'avez pas pris par le fauteuil présidentiel, vous n'avez pas vu comme l'autre a vu. Donc, en la matière de gestion de l'État, vous devez lutter. Donc, il faut trouver un mécanisme pour les occuper. Parce qu'ils ont vu beaucoup de choses. Ils ont affronté beaucoup de choses. Qu'ils en arrivent aujourd'hui à déconstruire ce qu'ils ont fait, ils ont pris. C'est parce que c'est faute du mieux, sans doute, qu'ils se transforment encore en chef de clan. C'est pas normal. Très bien. On va finir par... certainement, vous avez lu un peu aujourd'hui Agapit Napoléon Maforika s'engager pour le Bénin. C'est une initiative de l'ancien ministre Komé Kouché et puis Valentin Guénotin. Noble initiative quand même, s'engager pour le Bénin, s'engager pour la patrie, être debout pour la nation, surtout pour son développement. Je suis avec quelques amis sur une initiative Agir pour le Bénin, Agir pour l'Afrique. Donc, bon, s'engager pour le Bénin, c'est bien. Nous, on se met en position pour agir pour le Bénin et agir pour l'Afrique. Avec une différence. Nous, on est au Bénin, on est resté au Bénin, on reste au Bénin, au-delà de tout. En fait, vous trouvez que parce qu'ils ne sont pas au Bénin, ils ne peuvent pas s'engager pour le Bénin? C'est pas dit ça. Il y a une différence entre eux et nous. Nous, on est au Bénin. On déroge aux lois du Bénin. On respecte les lois de la République. On affronte les juridictions du Bénin si on est sollicité. On respecte. On vit au Bénin. On ne fuit pas le Bénin. On n'injurie pas nos institutions. Regardez l'honorable Diagosso que j'aime bien par ailleurs, député à l'Assemblée nationale. Il est dehors, il injurie l'Assemblée. Député à l'Assemblée nationale. Il y a un minimum. Il y a un minimum. Moi, je ne suis pas un donneur de leçons. Mais je suis choqué quand j'entends des gens. Ils ne critiquent pas, hein. Ils attaquent. Il y a quelque chose qui ne va pas. Surtout quand vous avez... Nos hommes politiques nous ont habitués à ça. C'est pas ça. Nous ne pouvons pas nous contenter de dire ça. Nous devons demander, nous devons exiger mieux. Un homme politique n'est pas dispensé de bon langage. Il n'est pas dispensé de la courtoisie républicaine. Est-ce que ça ne dépend pas du coup que vous recevez, Agapit Napoléon Maforika? Quand vous recevez des coups, franchement, vous avez envie d'en découdre, vous avez envie de donner de violents coups aussi. Si vous ne pouvez pas recevoir des coups, n'en donnez pas. Acceptez d'être commis, donc acceptez d'être d'agir au nom de l'État, accepter une nomination ou faire face à une élection, c'est être prêt à exposer sa vie dehors. C'est être prêt à s'exposer. C'est être prêt à permettre au gouvernement de dire de vous tout ce qu'il pense, tout ce qu'il veut. C'est là le problème. Donc, à partir du moment où vous acceptez une fonction, il faut accepter l'actif et le passif. L'actif, c'est tout ce que vous gagnez en termes d'expérience, en termes matériels, en termes de notoriété. Mais le passif, c'est tout ce qu'il y a de négatif autour. On ne peut que prendre les deux dans une dynamique de dialectique. On ne peut pas dire je prends le bon, je laisse le mauvais. Ça ne va pas. Donc, agir et s'engager pour le Bénin. C'est bien. Moi, je voudrais que tous nos compatriotes qui sont dehors s'engagent vraiment pour le Bénin et reviennent au Bénin et agissent en bons patriotes. Voilà, donc je leur souhaite bon vent. Et donc s'engager pour le Bénin demande déjà à revenir au Bénin? Non, pour moi, je ne sais pas ce qu'ils demandent. On ne peut pas s'engager pour le Bénin dehors. Comment vous voulez s'engager pour le Bénin? Vous voulez vous engager pour le Bénin, vous êtes dehors. Vous fuyez les juridictions par exemple. Que dirions-nous de la diaspora par exemple? Ils s'engagent pour le Bénin dehors quand même. Eux, ils ne sont pas de la diaspora, ils se disent exilés. Il y a une nuance. La diaspora, il faut la respecter. Parce qu'elle affronte son statut.
Il y a d'ailleurs des organisations représentatives de la diaspora. Donc, on ne peut que la diaspora, il faut la saluer décemment, il faut la respecter. Ensuite, ceux qui font directement, ceux qui ont des raisons de ne pas être là, des raisons évidentes, on peut les comprendre. Mais ceux qui, pour un rien, pour un nom, disparaissent et se transforment en martyrs, ça pose un problème d'éthique politique. Très bien. Merci beaucoup à vous, Agapit Napoléon Maforican. Vous êtes expert électoral, expert en gouvernance, consultant médias et communication. Vous êtes notre consultant politique par ici. Et puis, bien évidemment, mesdames et messieurs, merci donc de nous avoir suivis. C'était le décryptage de la semaine qui vient clôturer votre grand programme. Dimanche, c'est politique sur les antennes de E-Télé et sur les canaux digitaux de E-Télé Bénin. Quand il s'agit donc de la chaîne YouTube E-Télé Live, quand il s'agit de la page Facebook, et vous avez le www.etelebénin.com. Vous n'oubliez pas de télécharger notre application E-Télé Bénin également. Vous suivrez après nous, Bassa, votre rendez-vous avec Dassodio. Merci, agréable suite des programmes sur nos antennes.